Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express. Avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde, Lina Soualem, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes la réalisatrice du documentaire L'heure Algérie qui fait partie de la sélection du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec près de Paris. Et vous êtes la marraine de ce festival. Tout à l'heure dans cette émission, l'ancien ambassadeur de France en Tunisie nous rejoindra. Olivier Poivre d'Arvor publie un nouveau livre. Il a pour titre Le roman d'Alexandrie, c'est aux éditions Tchou. Avec nous également au Caire en Égypte, Nadine Rafar. Merci d'être avec nous, Nadine. Vous êtes la fondatrice d'Art d'Égypte et vous avez déjà les yeux rivés sur 2021 avec une exposition internationale exceptionnelle en perspective. On verra bientôt des artistes contemporains au pied des pyramides de Gizeh. C'est la toute première fois que cela va se produire. On vous retrouve dans quelques instants. On va commencer avec le cinéma. Et vous, Lina Soualem, vous avez décidé de filmer vos grands-parents paternels, qui ne sont autres que les parents de l'acteur français Zindine Soualem. Leur histoire donc, leur parcours. Comment est née l'idée de ce documentaire ? Alors, comme toutes les petites filles, j'ai toujours rêvé de filmer ma grand-mère un jour. Et je lui disais un jour, tu verras, je viendrai te filmer. Elle me disait, oui, quand tu veux, je t'attends. Et en fait, il y a 4 ans, mes grands-parents se sont séparés après 62 ans de mariage. Et c'est à ce moment-là que l'idée du film est vraiment née. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une urgence de capturer leur histoire avant qu'ils disparaissent, parce que leur séparation était un choc, dans le sens où non seulement je ne savais pas ce qui s'était passé entre eux dans l'intime, mais en plus, je m'étais rendu compte à ce moment-là que je connaissais rien de leur histoire. Ouais, alors il y a une scène exquise justement quand vous dites je ne savais pas ce qui s'était passé dans l'intimité, c'est quand vous demandez à votre grand-mère comment s'est passée la rencontre. En fait, elle l'a quasiment jamais vue avant de parer à l'essentiel, si je puis dire. Elle est gênée, elle rit des bons moments. Qu'est-ce que vous avez essayé de capter au fond ? De briser un silence aussi ? De briser un silence, j'étais vraiment un peu dans une quête de petite fille un peu pas naïve, mais qui a vraiment besoin de tout parcourir et de tout demander. Parce que c'était un silence que je comprenais pas, un silence qui a toujours existé, qu'on n'a jamais remis en question. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce silence et du poids de ce silence. Et j'ai essayé de comprendre en fait ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait vécu, de me mettre à sa place. Et petit à petit, j'ai compris qu'il y aurait toujours des non-dits, il y aurait toujours du silence, mais je l'ai mieux accepté parce que j'ai compris d'où il venait. Il venait de l'exil et de l'arrachement et de plein de choses qui ont été enfouies. Ouais. Alors vous donnez la parole aux deux, bien entendu, votre grand-père et votre grand-mère. On va regarder sans plus attendre un aperçu de votre film et on continue d'en parler juste après. J'ai toujours pensé que c'était en Algérie, ces images. Ouais, on dirait, mais on est à Thiers. C'est une salle des fêtes de la mairie, je crois. Et c'est ta grand-mère qui a tout organisé. زيد شرب شوية ماء زيد شرب شوية ماء برد ça te réveille un peu. Voilà, un documentaire profond, très tendre. Il y a eu quelques films, des documentaires sur les Chibani retraités, ces immigrés arrivés dans les années glorieuses en France, les 30 glorieuses, qui sont peu à peu tombés dans l'oubli, dans la solitude, moins sur les femmes. Qu'est-ce qui ressort de la parole que vous avez donnée à votre grand-mère ? La volonté de briser des tabous aussi, encore une fois, sur le mariage par exemple, à l'époque ? Alors, pour moi, c'était au-delà des tabous, parce que ça a toujours été une figure féminine énigmatique, que j'ai toujours trouvée forte, mais sans jamais savoir pourquoi, d'où venait cette force, en fait, qu'elle avait. Et à la fois, elle racontait rien de sa vie intime. Donc, c'était au-delà des tabous. C'était vraiment essayer de retrouver la petite fille en elle, la femme en elle, tout ce qu'elle n'a jamais exprimé, et lui donner la possibilité d'en parler si elle avait envie, parce qu'il y a encore des choses qu'elle ne formule pas, parce que je pense que c'est difficile pour elle. Et qui ne vous ont pas tout dit, idem pour votre grand-père. Alors le film se déroule majoritairement à Thiers, c'est une commune du Puy-de-Dôme en France. Il y a des images aussi d'Algérie, du village natal de l'Awamer. Leur vie se confond aussi avec Thiers.
Absolument, bah, ils ont passé 60 ans de leur vie à Thiers. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de les filmer là-bas, surtout là-bas, parce que c'est pour les réinscrire dans l'histoire de cette ville et l'histoire de la France aussi. Ville ouvrière, cité ouvrière, il était polisseur. Polisseur de couteau. Ouais, quel regard porte-t-il sur ces années de dur labeur? On l'entend dire à un moment donné, on était moins bien payé, il fallait pas qu'on fasse de vagues, il fallait qu'on reste un peu à notre place. Bah, c'est intéressant parce que justement, ça a été la difficulté avec mon grand-père. Au départ, il voulait pas trop me raconter. Il me disait que tout était tranquille, que tout allait bien. Et plus je creusais, plus je découvrais qu'il y avait des inégalités, qu'il se sentait prisonnier dans le travail. Et qu'en plus, au-delà de ça, il était polisseur de couteaux. Toutes ces usines ont disparu, ont été abandonnées. Donc c'est comme si tout ce qu'il avait connu dans sa vie avait disparu. Ouais. Que ce soit l'Algérie, que ce soit son épouse qui n'est plus avec lui. Et toutes ces années de travail, en fait... ont disparu parce qu'il n'y a plus de traces de toutes ces usines. Il est question d'identité aussi, du rapport à la France, du rapport à l'Algérie. Votre grand-père et votre grand-mère, quel est leur pays? Que vous ont-ils dit au fond? Bah moi, en tentant de comprendre leur séparation, j'ai cherché l'Algérie en eux. Je l'ai trouvée à plusieurs niveaux, dans les anecdotes, dans la langue, dans leurs souvenirs et même dans le fantasme. Ils se sentent algériens, se sont toujours sentis algériens et la réponse était beaucoup plus simple pour eux que pour moi. Même s'ils ont vécu en exil toute leur vie, ils se sentent algériens. Mais moi, j'essayais de comprendre quelle était cette Algérie qui les définissait. Est-ce que c'était une Algérie fantasmée qui n'existait plus? Est-ce que c'était une Algérie de souvenirs et de mémoire? Donc c'est ça que j'essayais de comprendre. Alors, vous êtes aussi la fille de l'actrice palestinienne Iyam Abbas. Vous pourriez mener la même enquête côté palestinien. Est-ce que ça vous effleure l'esprit? Ça m'effleure l'esprit, oui. Je suis en train de commencer un nouveau projet, justement. Ouais. Quel est votre rapport à la Palestine? Vous êtes déjà allé à Ramallah? Oui, absolument. Bah, c'est plus... c'est ma famille maternelle. Le palestinien est ma langue maternelle aussi. Et je vais souvent en Galilée, dans le village natal de ma mère, qui est une famille de femmes. Pour le coup, ma mère a 7 sœurs. Donc, ce qui m'intéresse de ce côté-là, c'est plus la transmission à travers les femmes de la famille. Et vous avez été primé, vous avez reçu un prix tout récemment en Égypte. Tout à l'heure, on va revenir sur l'Égypte avec Nadine Rafal. Vous avez reçu ce prix du Festival du cinéma d'El Gouna en Égypte. Un mot sur l'Égypte, c'est un pays... J'étais déjà au Caire l'année dernière. J'ai été soutenue par un atelier de post-production au Caire et j'ai vu la ville très rapidement. Là, El Gouna, c'est un autre monde aussi. C'est pas ce que je connaissais de l'Égypte, mais c'était vraiment génial de pouvoir assister à ce festival. Et on va prendre la direction du Caire avec vous, Nadine Rafa. Je le disais, événement inédit qui se prépare pour 2021 avec Art d'Égypte que vous avez fondé. Ce sera au pied des pyramides de Gizeh. C'est quoi l'ambition de cette exposition internationale? Alors, c'est la première édition internationale. J'essaie de... chaque année, comme vous savez, même je crois qu'Olivier a assisté à notre exposition au Palais Manial en 2018. Et là, pour la première fois, ce sont les pyramides. C'est quand même un phare à l'humanité. Et je ne pouvais pas le faire uniquement avec des artistes égyptiens, mais avec des artistes du monde entier. Et à travers vous, on invite aussi des artistes français, des musées, des institutions d'art à participer à cette exposition historique, parce que c'est d'ailleurs la première fois en 4500 années qu'il y aura une exposition internationale au Quai des Pyramides. Alors c'est vraiment un gros projet. Alors justement, mais on a du mal à imaginer comment ça peut s'agencer. En fait, ça va donner quoi, des œuvres contemporaines dans cette immensité des pyramides? Exactement, ça sera un grand challenge pour les artistes parce que c'est très intimidant, mais je suis sûre que c'est plutôt un dialogue entre le passé, entre cette civilisation qui a influencé les artistes du monde entier, comme Picasso, Giacometti. Il n'y a pas un artiste qui n'a pas été sous l'influence des pharaons et cette civilisation incroyable dont jusqu'à présent on sait. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est surtout un dialogue entre le passé et le contemporain. Restez avec nous, Nadine Rafal. On va vous retrouver tout à l'heure. Peut-être juste, avant que vous laissiez votre place à Olivier au Poivre d'Arvor, Lina Soualem. Cette ville de Thiers, c'est vrai que c'est un peu aussi cette France périphérique qu'on ne voit pas souvent. Votre film, en fait, il a la double force à la fois de raconter une histoire intime, mais de raconter aussi l'histoire d'une région.
Pour moi, c'était important de réinscrire aussi mes grands-parents dans l'histoire d'une région, dans l'histoire de la France, dans l'histoire de l'Algérie, qui en fait nous constitue. J'estime qu'ils ne sont pas définis non seulement par le lieu de naissance, mais aussi par le lieu de vie et par les lieux du futur dans lesquels leurs enfants sont nés et ont vécu. Et c'était important, oui, pour moi, de les réinscrire dans ces lieux-là, de redonner à ces lieux leur mémoire aussi. Leur Algérie, c'est donc le titre de votre documentaire. Merci beaucoup Lina Soualem d'être venue sur notre plateau dans MO sur TV5 Monde. On va continuer à parler de l'Égypte avec une actualité qui a inspiré Slimane Zeguidour, actualité en tout cas éternelle. C'est la découverte en 1799 de la fameuse pierre de Rosette, fragment de stèle qui a permis un peu plus tard à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. C'est l'œil de Slimane. Interviewé par Al Jazeera à propos des caricatures de Charlie Hebdo et des rapports de la France avec l'islam, Emmanuel Macron a fait ce constat que, je cite, « Le temps de la pierre de Rosette a vécu avec, a-t-il ajouté, ce qu'il y a de cette histoire. Aucun commentateur connu n'a saisi au vol cette pierre lancée par le président français dans le jardin arabo-musulman. Et pour cause, les polémiques de l'heure ont estampé les siècles d'échanges culturels, pourtant si fructueux, entre la France et l'Orient. Qui connaît, en effet, le destin prodigieux de ce trésor archéologique qui a été et reste la pierre angulaire des rapports culturels franco-arabes. Rosette est le nom francisé de Rachid, le nom du bourg du delta du Nil où un soldat de Bonaparte a découvert, au premier jour de la campagne d'Égypte, un curieux et imposant monolithe portant d'étranges inscriptions qui ont d'emblée captivé l'intérêt des savants. Il s'agit d'un décret promulgué à Memphis par le pharaon Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Il est rédigé en 2 langues, égyptien et grec ancien, et 3 écritures, égyptien démotique, alphabet grec et, enfin, égyptien en hiéroglyphes. Le texte grec a fourni au français Champollion la clé qui lui a permis de déverrouiller l'écriture hiéroglyphique, restée hermétique depuis la fin de l'Empire romain. Et, du coup, il a ouvert à double battant la porte du prodigieux passé millénaire de l'Égypte et rendu de nouveau accessibles ses mystères et ses chefs-d'œuvre religieux et littéraires. Il a ainsi replacé l'Égypte et l'Orient arabe au cœur de la civilisation. Entreposée au British Museum, la pierre de Rosette est, depuis lors, érigée en symbole des traducteurs et des linguistes. Plus encore, une mission européenne d'exploration spatiale a ainsi été baptisée Rosetta. Une mission censée déchiffrer les premières traces du système solaire, à l'instar de Champollion qui a décrypté, à travers les hiéroglyphes, les énigmes de l'Égypte antique. Olivier Poivre d'Arvor nous a rejoint. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous avez été jusqu'à tout récemment l'ambassadeur de France en Tunisie, jusqu'au 24 septembre, hein, c'est bien ça, pendant 4 ans. Et vous êtes aujourd'hui président du Musée national de la Marine à Paris. Peut-être d'abord une réaction à cela, la pierre de Rosette, trait d'union entre les civilisations. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de crispations, d'incompréhension entre les 2 rives de la Méditerranée, d'où cette entrevue accordée par Emmanuel Macron à la chaîne Al Jazeera. Comment dissiper les malentendus ? En parlant, ce qu'a fait le président, en expliquant qui nous sommes, en comprenant qui sont les autres, en racontant nos histoires, en expliquant pourquoi la laïcité c'est indissociable de l'histoire de France, pourquoi finalement, dans le fond, à Paris, qui est une grande ville cosmopolite, juifs, arabes, musulmans, chrétiens, vivent ensemble et vivent bien, voilà, et expliquer, réexpliquer. Et c'est le travail des diplomates, et le président a été un vrai diplomate en donnant cette interview, et je pense qu'il faut continuer à faire ce travail. Nos diplomates le font, mais les intellectuels aussi doivent le dire. Je crois à tous les gens de culture.
Le voyage aussi, Olivier Poivre d'Arvor, pour dissiper les malentendus, et l'écriture, le voyage. Alors Alexandrie, on va le dire clairement, c'est votre ville préférée. Comment est né votre amour pour cette ville et la flamme? C'est premier amour, vous savez. C'est premier amour, c'est que moi j'étais plutôt, étant breton, tourné vers l'Atlantique. Et puis un jour, je découvre la matrice, la mer, la Méditerranée. Et cette découverte de la Méditerranée, ça se fait en étant nommé pour mon premier poste de diplomate, il y a maintenant plus de 30 ans, à Alexandrie, Escandria. Et j'arrive par la mer, et là je rencontre une part de moi-même, un peu comme l'androgyne qui rencontre cette autre moitié, qui est cette Méditerranée, qui fait que si Alexandrie, ma première ville, Tunis et d'autres au bord de la Méditerranée sont aussi dans mes villes favorites, mais cette ville m'a complètement marqué, m'a ouvert à ce qu'est cette civilisation, m'a ouvert à l'islam, m'a ouvert à ce monde africain aussi, que l'Égypte ne revendique pas spontanément, mais qui est quand même une ville africaine, en plus d'être une ville méditerranéenne. Alors vous livrez un récit romanesque attachant, entre flânerie nostalgique, on va dire. Il y a aussi tout ce charme, un charme vénéneux qu'a cette ville, qui a attiré les grands écrivains, les grands conquérants. Alexandrie, c'est une ville sur laquelle on peut écrire. C'est pour ça que je pense que les gens y voyagent assez peu, ils vont assez peu, parce qu'ils ont toujours l'impression que c'était avant que c'était bien. Et depuis le début de l'Antiquité, d'ailleurs, on a toujours pensé qu'avant c'était bien. Avant l'Antiquité, c'était un village. Du temps de l'Antiquité, après, c'était moins bien. Et il y a toujours cette nostalgie. Jamais personne ne vous dira, un Alexandrin, que c'est bien aujourd'hui. C'était toujours mieux avant. Et donc, je raconte ces avants successifs qui sont une sorte de couche d'histoire extraordinaire, qui racontent, dans le fond, le destin d'un petit village au bord de la Méditerranée, qui devient une capitale importante, évidemment, sous l'époque égyptienne forte, avec une culture incroyable dont témoignera après la bibliothèque d'Alexandrie, le palais, toutes choses qui sont redécouvertes aujourd'hui. Puis après un grand moment arabe, puis après le grand moment occidental, de la colonisation, des Italiens, des artistes qui viennent là, Durel qui rééclaire ça de sa vision britannique. Et puis aujourd'hui, cette ville qui est un des grands ports au monde et qui est fascinante. C'est une femme qui se renouvelle tous les jours. Et que je trouve toujours aussi belle et toujours aussi prometteuse. Sa bibliothèque, son ancien phare, une ville prometteuse. Vous écrivez « Alexandrie, ce n'est rien d'autre que soi ». Évidemment, cette liberté que la ville vous donne de jouer avec soi jusqu'à la destruction. Phare englouti, livres brûlés, murs détruits, amour ruiné, photos volées, qui renaît de ses cendres. Oui, j'appelle ça d'ailleurs une sorte de bazar d'Alexandrie, parce qu'il y a des bazars extraordinaires qui vous racontent toute cette histoire mélangée, extraordinaire, qui est en effet une découverte de soi, de l'autre. Moi, j'y ai rencontré de nombreux amis qui étaient des figures d'Alexandrie, que ce soit évidemment Moustaki ou d'autres, Durel, mais il y a surtout les Alexandrins d'aujourd'hui qui vivent dans l'histoire. L'histoire est vraiment dans le sous-sol. Il suffit de creuser un peu et on découvre en effet un monde extraordinaire, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on a redécouvert les ruines du phare d'Alexandrie, et cette baie est pleine de notre histoire à nous, de l'histoire méditerranéenne qui, moi, m'a vraiment saisi aux tripes. Et pour ça que j'ai voulu écrire cette ville, ce roman d'amour, cette lettre d'amour à une ville dont je voudrais qu'elle reste cosmopolite. Mais nombreux sont partis et il faut maintenant la faire repeupler de nos rêves. Faire repeupler de nos rêves, Alexandrie. On a une Alexandrine avec nous, Nadine Rafal. Vous êtes née dans cette ville d'Alexandrie en Égypte. Je salue Nadine qui fait un travail formidable pour l'art et je crois que le monde arabe ne peut mieux s'exprimer qu'à travers ces initiatives qui montent des artistes, qui montent des écrivains. Et j'avais été en effet au Palais Manial il y a 2 ans voir ton exposition, Nadine. Nadine, merci. Ouais, vous avez entièrement raison avec tout ce que vous avez dit. Et moi, j'ai quitté Alexandrie à 17 ans déjà. Et tout ce que vous dites est vrai. Même moi, qui est beaucoup plus jeune que mes parents et mes grands-parents, j'ai vécu dans le passé à travers les histoires. Et comme vous le savez, les cafés et toutes les histoires. Et vraiment, Alexandrie, c'est une ville charmante. Et on le sent jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'il faut faire beaucoup plus pour Alexandrie. Et merci d'ailleurs pour le livre. Ouais, c'est plus de 5 millions d'habitants, Olivier Poivre d'Arvor. Je crois qu'on vient de voir des taxis à l'image. D'ailleurs, vous dites, c'est une énigme. Hein. À la fin du livre, vous dites, alors il y a de nombreuses choses que j'ai gardées pour moi en parlant d'Alexandrie. Un jour, vous dites, je parlerai par exemple de Nasri Marco, consul honoraire d'Uruguay, et de tant d'autres choses, de cette ville prolétaire, CHLM du temps de Nasser. Mais vous dites, je répondrai à toutes ces énigmes le jour où je saurai pourquoi les taxis sont jaunes et orange, jaune et noir ou orange et noir. Vous n'avez jamais trouvé la réponse? Non, mais c'est bien qu'il y ait des mystères comme ça. C'est bien. Et le mystère des taxis,
taxi. Taxi, c'est un lieu de sociabilisation important au Moyen-Orient, en Égypte particulièrement. Il y a eu un roman qui a été écrit à partir d'un taxi. Et il se passe plein de choses dans les taxis, mais en effet, il y en a qui sont de couleurs différentes et c'est l'absurde. Et dans le fond, c'est pour ça qu'il faut aller à Alexandrie. Il faut redécouvrir cette ville comme il faut redécouvrir le monde arabe en ce moment. Je crois que c'est un moment très particulier de notre histoire où nos deux rives doivent se rapprocher. Moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Lina Swalem il y a quelques instants sur ses grands-parents. Nous sommes tous aujourd'hui faits de cette même histoire mélangée. Et plus ça va, ma fille est africaine, plus ça va, plus nous serons mélangés. Et il faut revendiquer ce mélange-là, c'est une très belle chose. Vous terminez votre livre en disant à Aleikoum Salem, que la paix soit avec toi, mon ami. Au seuil de ce livre, rêvons un peu. Rêvons que grâce à Alexandrie et aux Alexandrins, le bassin méditerranéen redevienne la mer commune qu'il a si longtemps été, entre centre de civilisation, espace de dialogue et d'échange, ère de paix. Et vous terminez par ces mots, Aleikoum Salem, que la paix soit sur toi. La Tunisie, vous l'avez quitté récemment. Oui. On aimerait vous demander, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de la jeune démocratie tunisienne, 10 ans quasiment après le départ de Ben Ali? Oui, d'ailleurs, votre émission est née quelques jours après. On fêtera 10 ans. C'est le seul pays de l'ensemble de la région qui ait gardé la promesse de ce printemps arabe et qui le fait vivre, en effet, avec une démocratie, une liberté d'expression, avec des débats politiques qui sont très ouverts, avec une affirmation du rôle des femmes, de la jeunesse, avec des difficultés économiques considérables. Ça, c'est le gros point faible, ouais. Mais en même temps, oui, la faiblesse, c'est l'économie, mais enfin, on en est tous là aujourd'hui. Ouais. Et dans le fond, une volonté quand même de respecter et de faire la démonstration que l'islam et la démocratie, c'est possible. Parce qu'il y a encore 10 ans, on expliquait que c'était soit les islamistes, soit les dictatures. Et la Tunisie a extrêmement bien réussi ça. Et je dois dire que, oui, une partie de mon âme est restée en Tunisie. Et je suis très attaché à ce petit pays qui est très grand par sa vision. Juste peut-être, Nadine Rafal, une question sur les dates, l'Égypte. Quand est-ce que ça va se concrétiser en 2021, cette exposition? Le 23 octobre. 23 octobre 2021. Voilà. Ah, vous avez encore un peu de temps de préparation. Alors, merci beaucoup Nadine. On va passer à vos coups de cœur respectifs. À présent, c'est notre séquence atmosphère.